de regarder Balafon Télévision. Bienvenue à tous dans le grand plateau ce soir. Environ 7 900 Camerounais vont perdre leur statut de protection temporaire, les protégeant contre l'expulsion aux États-Unis à partir de juillet 2025. Cette décision annoncée par le département de la sécurité intérieure résulte d'une évaluation estimant que les conditions au Cameroun ne justifient plus ce dispositif. En clair, les autorités américaines considèrent que la situation sécuritaire et humanitaire dans le pays s'est suffisamment améliorée pour mettre fin à cette protection. Une mesure qui suscite inquiétude et angoisse parmi les concernés, tandis que le Cameroun doit se préparer à accueillir des milliers de ses ressortissants, majoritairement partis en raison des crises sécessionnistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Alors que cette décision semble acter indirectement la fin des troubles dans ces régions, qu'en est-il réellement sur le terrain ? Quel avenir attend ces citoyens dont le retour anticipé intervient dans un contexte où la situation humanitaire reste critique avec des centaines de milliers de déplacés internes toujours affectés par les violences? On aura les explications de nos invités dans la deuxième partie du Grand Plateau. Mais avant, comme tous les soirs, place au journal. En ouverture, on parle de cette insécurité qui règne dans la ville de Douala. Les habitants du quartier Bépanda, particulièrement ceux de la nouvelle route 7e, dénoncent une recrudescence des agressions causées par le manque d'éclairage public dans le quartier. Selon eux, les criminels profitent de l'obscurité pour se cacher dans les caniveaux et drains avant de passer à l'action. Face à ce calvaire quotidien, la population réclame une intervention urgente des autorités pour sécuriser cette zone. Reportage Olivier Fotso et Fondre Marquez. Residents of the Bepanda neighborhood, particularly those living on the Nouvelle Route 7e, Tunang Dangereux, are growing increasingly uncomfortable due to rising aggression and theft. L'agression, le vol, on m'a volé 3 gaz ici. On agresse les femmes, même les jeunes. Beaucoup de choses que les criminels font ici là. One lady who wishes to remain anonymous recounts losing several gas bottles to these thieves. Je me suis ouvert, j'ai trouvé la porte ouverte, la porte de la cuisine, la barrière ouverte. Je me suis questionné, j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé. On a volé le 2e, 3e, j'ai laissé. Maintenant, j'ai cherché à mettre la sécurité à la maison. According to locals, after committing their crimes, these hoodlums often seek refuge in the neighborhood's gutters. On a arrêté une dame, le sac, même le téléphone. Elles entrent au drain. Quand elles finissent, elles entrent au drain. Vraiment, papa, c'est mauvais. The residents note that the bandits take advantage of the lack of street lights to carry out their atrocities. Généralement, ceux qui rentraient aux heures tardives, les femmes se plaignaient des sacs qu'on arrache, surtout au niveau du bas-fond, au niveau du centre d'accueil aussi. Mais c'est des cas isolés. Généralement, dans les coins comme ça, les gens rentrent un peu tard. Donc les bars sont ouverts jusqu'à 1h, 2h la nuit. C'est pas facile. Mais les cas isolés comme le centre d'accueil où c'est difficile de voir passer les gens, il y a les cas d'agression. Au bas-fond aussi, il y a les cas d'agression. While awaiting a prompt response from the law enforcement, residents in this neighborhood are considering setting up a vigilante group to enhance security. Prenons à présent la direction de Ngomtou, une localité située dans la commune d'Obala, région de département de la Léquier, région du centre Cameroun. Là-bas, la vie s'organise au rythme chaotique des coupures intempestives d'électricité. Devenue rare et instable, l'électricité bouleverse le quotidien des habitants entre aliments qui pourrissent, appareils qui grillent et activités économiques paralysées. Les populations de Ngomtou ne savent plus à quel sens se vouer et lance un appel pressant pour un changement durable. Comme tout, à bout de courant, le quotidien des laissés pour compte de l'électricité, c'est le focus de ce soir que nous proposent Sébastien Oyébé et Julien Bapungué. J'habite dans le même quartier avec un Eneo qui est à la direction d'Obala. Eneo n'est pas loin de chez moi. Quand je me lève le matin, je dis bonjour à Eneo. Il dit que mon voilà qui remonte à la télé en Ngomtou.
Tu fais comment? Il me dit, va, je vais te relancer. Dès que j'arrive, il lance 2 minutes après, il reprend. Derrière ce ton léger se cache une réalité pesante. Nous sommes en Komto, une localité située dans l'arrondissement de Bala, non loin de Yaoundé. Ici, l'électricité est devenue une denrée rare. Les coupures sont si fréquentes qu'elles rythment désormais dans le quotidien des habitants. Dès que ça fait même 30 minutes, on coupe. Donc ça ne fait pas... Parfois, dernièrement ici, là, ça a fait 2 semaines, on était dans le noir. Non. Et ça ne vaut même pas la peine. Il coupe peut-être à 6 heures. Il renvoie peut-être à 17 heures. À 17 heures encore pour couper encore à 21 heures. L'instabilité électrique dans cette localité frôle l'insoutenable. En journée comme en soirée, les pannes surviennent sans préavis. Résultat, dans les ménages, les aliments se gâtent. S'il n'y en a pas de l'énergie, nos aliments dans les congélateurs sont obligés aussi de se gâter. Vous allez faire comment? On jette tout ça à la poubelle. Le jour que tu veux préparer, tu pars au marché, tu achètes ce que tu peux manger. Tu pars faire. Pour survivre, les habitants se tournent vers d'autres alternatives entre groupes électrogènes, bougies, plaques solaires et stations de recharge payantes. Dernièrement, ici, là, mon fils a failli brûler même la maison avec la bougie. Les conséquences sur les activités économiques sont lourdes et le manque à gagner flagrant. Chez ce réparateur d'appareils électroménagers, la frustration est palpable. Les commandes s'accumulent, les clients s'impatientent. Ce n'est que les convocations et les demandes qu'on vient seulement m'agresser, seulement que non, comme je prends l'argent, je n'arrive pas à satisfaire la clientèle. Tu vois comment la maison est saturée. S'il y a au moins là, j'ai au moins là 5 à 10 reçus que j'ai déjà aperçu l'argent, mais je n'ai pas encore foulé le travail. Donc même au commissariat là-bas, on me connaît déjà. Ça me fait un manque à gagner. Quant au commissariat, c'est un gain à gagner là-bas. En attendant un changement, les habitants de Komto continuent de jongler entre débrouillardise, frustration et espoir d'un lendemain meilleur. Parle politique cette fois, élection présidentielle de 2025. Les tensions internes au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais persistent dans la région de l'extrême nord. À moins de 7 mois de l'échéance d'octobre prochain, les dissensions au sein du RDPC persistent et prennent de l'ampleur dans la région de l'extrême nord. Justement, un événement baptisé 100 000 jeunes derrière le président Paul Biya en 2025, organisé par El Hadj Boukar Aziz, directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, a été annulé par le secrétaire général du parti. Ce dernier justifie sa décision par le non-respect des procédures hiérarchiques. Une annulation qui intervient après les critiques de certaines élites, dont Amadou Bachirou, dénonçant une manipulation de la jeunesse et rappelant les promesses non tenues du chef de l'État, notamment la création d'emplois et la délivrance de certificats de naissance. D'autres précisions dans cet élément de Fondré Marquez. Intestinal squabbles plaguing the ruling Cameroon People's Democratic Movement (CPDM) party, involving high-ranking officials, have ignited fervent discussions across the political chessboard. The party faces a court battle with one of its militants, who argues that a Congress is essential either to elect a new leadership or ratify the existing one. This internal strife is mirrored in the East region, where former minister and CPDM member Michel Anshangwang resigned from his position as head of the CPDM's permanent divisional delegation for Opanyong and declined to support Joseph Lee. In the Far North region, another contentious issue emerged surrounding the mobilization of 100,000 youth in support of President Paul Biya, tagged 100,000 Youth United behind President Paul Biya in 2025, initiated by the Director of Cabinet of the Speaker of the National Assembly, El Hadj Boukar Aziz. This move was met with resistance from some indigents who expressed concerns over unfulfilled promises made by Biya to the region's population. Hamadou Bashiru, representing a group of critics, strongly condemned the political manipulation of youths, insisting that they deserve better. He lamented the dire living conditions, poor education and limited opportunities for young people in the Far North region. Bashiru proposed alternative initiatives, questioning why resources could not be channeled
into launching Operation 10,000 micro-projects for the youth or Operation 100,000 birth certificates for children in the Far North region. He also raised pressing concerns about unpaid school fees for children displaced by Boko Haram attacks and the lack of support for institutions in the region. In response to mounting criticism, the CPDM hierarchy swiftly issued a statement distancing itself from the initiative. Professor Jacques Famdungo, the party's communications secretary, clarified that the initiative had not been approved by the party's competent organs at the regional level or at the CPDM Central Committee. Famdungo instructed Elhaj Bukar to immediately suspend the initiative, stressing that it fell outside his competence. Minute présidentielle. Et dans les minutes présidentielles ce soir, on s'intéresse aux exceptions de la période d'inscription sur les listes électorales. Dans la vie pratique, il arrive que les citoyens soient obligés de quitter leur ville de résidence pour s'installer ailleurs, parfois à des milliers de kilomètres pour des raisons professionnelles ou autres, après s'être inscrits naturellement sur la liste électorale dans leur précédente ville ou localité. Et ils arrivent dans leur nouveau lieu, ils arrivent dans leur nouveau lieu de résidence quand la période d'inscription légale est close. Doivent-ils alors manquer d'exercer leur droit de vote si une élection pointe à l'horizon? Que non, le code électoral a tenu compte de ces cas. Roland Tapi. Il faut déjà préciser, pour compléter le précédent sujet sur la période des inscriptions, qu'au terme des articles 82 et suivants, peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision, sans condition de résidence et lorsque ces mutations entraînent un changement de résidence. A. Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite, les militaires démobilisés après la clôture des délais d'inscription. 2. Les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus s'appliquent également aux agents du secteur privé mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite. 3. Les demandes d'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision sont accompagnées des indications nécessaires et déposées dans les services du démembrement communal d'Elections Cameroun. Article 83.1. Les demandes sont examinées par la commission de révision des listes électorales dans un délai de 9 jours et au plus tard 6 jours avant la date du scrutin. Les décisions de la commission sont notifiées sans délai aux intéressés. Autrement dit, un enseignant par exemple qui est affecté de Douala pour Yaoundé au mois d'août alors qu'il était inscrit sur la liste dans une commune à Douala, il est évident que s'il y a élection dans les mois à venir, on ne va pas lui imposer la contrainte de rentrer à Douala pour voter. Une fois à Yaoundé, même si les listes sont closes au 31 août comme le dit la loi, il peut aller dans le bureau ELECAM de sa commune introduire une demande d'inscription sur la liste électorale en justifiant du fait qu'il vient d'être affecté. Pareil pour un fonctionnaire qui va à la retraite et doit s'installer dans son village. Il n'aura pas besoin de rentrer en ville voter, il peut s'inscrire sur la liste. Le code électoral précise que cette inscription doit être expresse. Je cite, « La commission inscrit l'électeur sur la liste électorale ainsi que sur le tableau additif qui est publié au plus tard 4 jours avant la date du scrutin. » Fin des citations. Bien entendu, cette situation concerne toute autre personne qui peut justifier de ce qu'il vient d'arriver dans une localité et qu'il doit s'y installer désormais. Cela concerne les Camerounais de l'étranger qui rentrent au pays quand les listes sont closes. Inscrits ou pas ailleurs, ils peuvent s'inscrire. Il est évident qu'une nouvelle inscription annule la précédente sans que le citoyen fasse un effort supplémentaire. D'après l'article 73 alinéa 1, je cite, « Lorsqu'un électeur a été inscrit sur plusieurs listes, seule la dernière inscription est prise en compte, sauf option contraire de l'électeur. La radiation sur les autres listes a lieu d'office. » Fin de citation. C'est ici qu'entre en jeu l'importance de l'informatisation des listes. Si le travail est bien fait à ce niveau, les ordinateurs de ELECAM doivent automatiquement signaler qu'une personne déjà inscrite vient de se réinscrire dans une autre localité et si le fichier électoral est bien conçu, la machine annulera automatiquement l'inscription précédente. D'où l'importance de la liste nationale des électeurs qui doit être uniformisée et c'est tout le sens de l'article 80, je cite. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Elections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Fin de citation. Minute présidentielle.
Du sport dans la suite du journal football, le retrait de Bamboutos FC de Bouddha de l'Elite One continue de faire parler. Cette fois, c'est au tour des joueurs de donner leur position. Le capitaine Assongwe Lovet a confié que le retrait soudain du club du championnat camerounais Elite One pèse psychologiquement sur l'équipe. Ces déclarations font suite à la décision de la direction du club de se désengager de la compétition, évoquant le non-paiement des primes et ce qu'elle considère comme une cabale orchestrée par la Fédération camerounaise de football. Malgré l'incertitude, les joueurs continuent des entraînements individuels pour rester prêts en attendant des clarifications de leur club. La situation tendue est rapportée par Jires Azangue et Fondrele Marquez. According to Assongwe Lovet, captain and defender of the Bamboutos Football Club of Mbuda, the decision to withdraw the club from the ongoing Elite One Championship is taking a psychological toll on them. We are footballers. It's our career. Like it's trying to disturb our mind, but it's very difficult for us as footballers. But we are trying to take it because what the team is trying to do, they are trying to put things in order. Because ever since the championship started, we have really been going through a lot. Financially. Keeper Lovet acknowledges that the decision is difficult, but believes that resolving the underlying issue could help address the salary problems they face within the club. Us taking this decision, it has really been difficult. But on the other side, we are also happy because this decision, we believe with this decision, it will help us also so much because since the beginning of season, we have been having difficulties, having riot for our salaries, match bonuses. It's not easy for us. The management of Bamboutos cited financial constraints as the main reason for their withdrawal, specifically mentioning the non-payment of winners' bonuses for the 2022-2023 Super Cup, runners-up bonuses for the 2023 Elite One Championship, and finalist bonuses for the 2022 Cameroon Cup Final. While awaiting a decision from the club management, Lovet and her teammates say they will focus and continue with personal training. We have tried to talk about the situation. That is happening right now with us at the team. All what we spoke about was to put our heads up. No matter what, we just put our head up. While waiting, we keep working. Even if individually, we keep working. We need to be ready because if the problem is being solved, we are to face Fovazo on Sunday, so we have to be ready. They are pleading for the unconditional support of their fans during this challenging time. Que deviendront les 7900 Camerounais menacés d'expulsion des États-Unis par le président américain qui vient de supprimer le statut de protection temporaire qui leur avait été accordé par les gouvernements précédents? Donald Trump leur donne jusqu'au 7 juin 2025 pour quitter son pays, faute de quoi tous seront considérés comme des immigrants clandestins et rapatriés dans leur pays pour avoir fait leur vie dans ce pays d'accueil durant des années. Tous redoutent de voir leur famille brisée par des séparations inattendues. Et si jamais ces compatriotes regagnaient le bercail, comment se fera leur réintégration dans une société camerounaise qu'ils ont quittée depuis de longues années pour des raisons politiques ou d'instabilité? La lecture de Jean-Paul Chouignette. Dans la vague des décisions du président américain qui chamboule les relations commerciales entre les pays, agite les relations diplomatiques entre les États, le Cameroun va aussi être affecté sur le plan de l'immigration, avec l'expulsion annoncée de certains de ses ressortissants vivant aux États-Unis. Au total, 7900 Camerounais bénéficiant du TPS, le statut de protection temporaire, devraient être renvoyés chez eux au plus tard le 7 juin 2025. C'est-à-dire en principe, dans très exactement cette semaine, ils devraient être revenus au pays natal. Pour Donald Trump, rien ne justifie la présence de ces milliers de Camerounais, comme les 14 600 Afghans sur le sol américain. La situation dans leurs pays respectifs étant revenue à la normale, soutient le locataire de la Maison-Blanche. Pourtant, au Cameroun, un conflit armé continue de causer l'insécurité et faire des morts dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest.
Entre raisons fondées ou infondées, pour la plupart de ses compatriotes résidant au pays de l'oncle Sam, Donald Trump vient remettre tous les compteurs à zéro, demandant à chacun de retourner d'abord où il était avant. Ces milliers de détenteurs de TPS ayant construit leur vie aux États-Unis redoutent des séparations qui briseraient des familles. Et avec un Donald Trump dans une posture de va-t-en-guerre qui ne recule devant rien, pas si sûr que le président américain reconsidère sa position. Ainsi, une fois expulsé et rapatrié au Cameroun, qu'adviendrait-il du sort de ses compatriotes dont des milliers de leurs ont fui les attaques des bandes armées et la guerre dans ces deux régions du Cameroun, qui ont déjà fait plus de 3000 morts, environ 700 000 déplacés internes, près de 65 000 réfugiés au Nigeria? Quelles solutions prendront les autorités camerounaises pour accueillir ces milliers de compatriotes qui pourraient débarquer manu militari à tout moment? Et on part justement avec nos invités. Senior barista Emmanuel Achou Agbor est avec nous au plateau, avocat au barreau du Cameroun, président du Réforme Parti. Bonsoir. Bonsoir Claude. Bonsoir Roland. Et bonsoir à vos millions de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et un plaisir pour nous de vous recevoir à chaque fois. Roland Sapé justement est avec nous également au plateau, éditorialiste à Balafon Média. Bonsoir Roland. Bonsoir Claude. On aura au téléphone depuis les États-Unis Honoré Foy Moukan, Camerounais résident de ce côté-là. Mais déjà, on commente un peu ce soir l'actualité autour de la diaspora camerounaise installée aux États-Unis avec ces 7900 Camerounais qui vont regagner le territoire camerounais du fait de la suppression de leur statut de protection temporaire par le président Donald Trump. Donald Trump qui, depuis son arrivée, Senior Barista Achou, à la Maison-Blanche, son retour d'ailleurs à la Maison-Blanche, a engagé une série de réformes, notamment en vue de la lutte contre l'immigration clandestine, dont Donald Trump qui fait un peu le ménage. Pour le Cameroun, comment cette décision peut être perçue? C'est un mal pour un bien, parce qu'on a une diaspora qui va revenir au Cameroun peut-être pour développer le pays, ou alors on devrait s'attendre à des jours assez compliqués, de votre point de vue? Oui, je pense que ceux qui vont revenir ne seront pas de ceux qui viendront développer le pays, parce que ce sont des gens qui sont partis en quête, n'est-ce pas, d'une prairie plus verte. Ce sont en majorité des jeunes qui n'ont pas encore de capitaux, et je ne m'attends pas à ce que ceux-là puissent apporter quelque chose de concret sur le plan économique. Mais là n'est même pas le problème. Le vrai problème que beaucoup ne voient pas, c'est que derrière cette menace du président Trump, il y a d'autres choses. Nous sommes tombés sur certains mémos où il paraît que ce président, est en train d'envoyer des immigrés qu'il considère comme clandestins à la prison de Guantanamo. Donc, ceux qui ne veulent pas partir, il les envoie à Guantanamo. Donc, j'espère que les Camerounais vont tous revenir ici sans que quelques-uns passent par Guantanamo. Parce que, vous connaissez Guantanamo, c'était la prison qui a été construite pour s'occuper des gens de ISIS, qui étaient soupçonnés d'avoir bombardé New York, les tours jumelles. Le 11 septembre. 11 septembre. Donc, c'est la pire des prisons qui existe au monde. Alors, imaginez donc qu'on amène des immigrants dans ce genre de prison. Vraiment, c'est la pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un. Donc, je prie Dieu que les Camerounais ne passent pas par là. Et maintenant, pour le retour au pays, la plupart de ceux qui sont partis ont des familles ici. Pour moi, je ne vois pas, je ne m'attends pas à un bouleversement parce que beaucoup vont rentrer en famille. Il y a seulement un problème lorsqu'il s'agit de ceux qui étaient dans la lutte armée. Ceux qui étaient dans la lutte armée, est-ce que parmi ces 7900, il y en a qui étaient dans la lutte armée? Je ne pense pas. Parce que la plupart, c'est des enfants qui ont profité, n'est-ce pas, de cette lutte armée pour aller en Amérique. Beaucoup sont passés par le Panama, d'autres par le Brésil, d'autres par l'Argentine et tout ça. Ils ont juste profité, n'est-ce pas, de la lutte pour aller. Parce que les vrais, les combattants, je ne les vois pas aller du côté de l'Amérique parce que les conditions sont assez draconiennes pour que les Américains puissent accepter quelqu'un qui est activement, n'est-ce pas, engagé dans une lutte armée. Donc, pour moi,
Je pense que lorsque les Camerounais vont revenir, beaucoup seront absorbés par leur famille. Mais ceux qui ont, parce qu'on peut ne pas être dans la lutte armée, mais arriver là-bas, on cotise pour la cause des Amazoniens. Justement, alors, parmi eux, il y en a qu'on suspecte d'être... Ceux-là qui ont cotisé pour la cause amazonienne et dont les noms sont fichés par les services de sécurité, arrivés ici auront des problèmes avec nos services de sécurité. Donc, embouteillage dans les rues, non, mais plutôt dans les prisons pour ceux qui auraient cotisé. Donc, il y aura donc de nouveaux procès qui vont s'ouvrir au cas où on en trouve parmi ces 7000 des gens qui ont cotisé pour soutenir la lutte amazonienne. Roland Tsapi, au-delà des émotions, parce que ce sont de nombreux Camerounais qui vont revenir au pays sans s'y être préparés, au-delà des émotions, donc, est-ce que les États-Unis ne renvoient pas de manière indirecte un message au Cameroun? Si, tout simplement. C'est-à-dire que le Cameroun aurait pu tout faire, en tout cas pour que la situation qui a causé ces départs massifs n'arrive pas. Il faut rappeler que ces personnes qui sont aux États-Unis et qui sont sous le coup de cette menace, c'est des personnes qui justement ont obtenu une protection parce qu'ils se sont présentés comme des victimes d'une guerre au Cameroun. Ils se sont présentés comme ne pouvant pas rester parce que pourchassés d'un côté comme de l'autre. Donc en réalité, là, c'est ces arguments qu'ils ont utilisés pour obtenir cette protection aux États-Unis. Et vous constatez très bien que, contrairement à ce qui se passe en Europe, où quand des gens arrivent avec les prétextes selon lesquels ils sont poursuivis, ou bien il y a la guerre au pays, ils obtiennent l'asile complètement, et des documents même pour résider sur place, les États-Unis ont plutôt accordé une protection temporaire, en espérant qu'une fois la situation revenue à la normale, ils rentreront chez eux. Et c'est justement ce que Donald Trump évoque aujourd'hui. Il estime que la situation est redevenue normale au Cameroun et qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de raison que les Camerounais qui ont obtenu cette protection chez lui, parce que la situation a été un peu compliquée, chaotique sur le terrain, continuent de rester chez lui. Donc, ils doivent rentrer. On aura l'occasion de revenir sur la situation actuelle du Cameroun. On a pu avoir par Zoom, depuis les États-Unis, Honoré Foy Moukom, Camerounais résident de ce côté-là. Bonsoir, Honoré. Bonsoir. Vous faites donc partie de la communauté camerounaise installée aux États-Unis. Et comme nous autres ici au Cameroun, vous avez certainement accueilli la nouvelle autour de la suspension du statut de protection temporaire de 7900 Camerounais installés de ce côté-là. Vous avez eu le temps d'échanger avec des compatriotes depuis l'annonce de cette disposition dans les prochains jours. Qu'est-ce qui se dit? Comment ont réagi les Camerounais face à cette annonce? Merci de m'avoir permis de pouvoir dire une ou deux choses concernant cette situation. Je vais commencer par dire bonsoir à tous les téléspectateurs, tous les internautes de Balafon TV. Bonsoir à mon ami, mon collègue Roland Tsapi. Pour revenir sur le sujet en lui-même, il faut savoir que c'est depuis le 7 avril que de manière officielle, ça a été rendu public. Mais avant cela, ça se disait déjà sous les chaumières. Vous savez, l'arrivée de l'administration Trump n'a pas toujours été très bien accueillie par les immigrés, par les non-américains et même par bon nombre d'Américains. Ça, il faut pouvoir le dire. Maintenant, comment est-ce qu'on a accueilli la nouvelle qui ne concerne pas seulement les Camerounais, qui concerne aussi les Afghans? Ils sont près de 15 000 Afghans qui sont aussi concernés par cette mesure qui a été énoncée publiquement le 7 avril dernier. On parle de 7 900 Camerounais, donc près de 8 000 Camerounais. Mais avant cela, il faut reconnaître qu'il n'y a pas seulement les Afghans et même les Camerounais qui bénéficiaient du TPS. Le TPS entendait Temporary Protected Status. Donc, une mesure qui a été prise par le gouvernement américain justement pour
sécuriser des personnes qui viennent des pays où on a des conflits armés, des pays dans lesquels leur sécurité est un peu en danger. Nous savons tous ce qui se passe au Cameroun, surtout avec la guerre de nos eaux et même avec la grande incertitude qu'on a au niveau des gouvernants pour ce qui concerne la mise en place des politiques dans divers domaines. Et donc, cela a sûrement amené les États-Unis à permettre à un nombre de Camerounais l'ayant sollicité, bien sûr, il faut bien solliciter ce statut-là, de pouvoir bénéficier de ce statut, et qui est un statut qui dure entre 6 et 18 mois et qui est renouvelable. Ça, il faut pouvoir le dire. Maintenant, le secrétariat d'État à la sécurité aux États-Unis estime que au jour d'aujourd'hui, la situation s'est améliorée dans les pays des personnes dont on estime qu'on va retirer ce statut. Mais je peux déjà vous dire que ce n'est pas de gagner. Il y a une levée de bouclier au sein de la population. Il y a de nombreuses structures et des organisations qui se sont soulevées pour contester, pour combattre. Et comme vous savez, nous sommes en Amérique où la liberté de parole est de mise. Donc, il y a des mouvements, des manifestations pour contester cette mesure prise par l'administration Trump. On attend de voir ce que les lendemains vont donner. On ne peut pas dire d'entrée de jeu que c'est déjà acté. Oui, c'est là, le texte est là, ça a été énoncé par le porte-parole du secrétaire d'État du ministère de l'Intérieur, les gars du ministère de l'administration territoriale ici. C'est bien sûr la secrétaire adjointe, la porte-parole Tricia McLaughlin qui a lu cela le 7 avril dernier, mais il faut dire que les États-Unis, il y a une liberté qui permet que au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de levées de boucliers qui pourraient faire qu'il y ait une marche arrière au niveau du secrétariat d'État à la sécurité intérieure, où John Christie Noem. Donc voilà ce que je peux dire pour d'entrée de jeu par rapport à votre question. Oui, la mesure n'a pas été très bien accueillie parce qu'il y a beaucoup de Camerounais dans cette situation. D'ailleurs, on vous a donné un nombre et même autour de nous, nous en avons qui se demandent comment les lendemains seront. Mais comme je dis, il y a tellement de levées de boucliers, tellement de manifestations et autres mobilisations. On espère qu'il y aura peut-être une marche arrière. Et ce n'est pas la première fois qu'on a vu des mesures prises par l'administration Trump et qui, à la longue, on a eu des marches arrière. Merci. Justement, au niveau concernant ces mobilisations-là, elles sont de quelle ampleur ? Comment ça se passe? Ça reste des simples marches, manifestations, des tweets sur X, ainsi de suite. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour faire pression sur le gouvernement Trump et l'amener à revoir cette décision? Vous savez, la différence qu'il y a entre le gouvernement américain, du moins entre l'Amérique et les pays bananiers, comme un pays bananier comme le nôtre, c'est que chaque fois que la population se prononce sur un sujet, on prend en compte, on écoute, on les écoute. C'est-à-dire que ça ne se passe pas comme j'ai vu par exemple à Bépanda, la population a barricadé la route parce qu'ils n'ont pas d'électricité depuis un peu plus bientôt un mois. Et ça ne dit rien, on s'en fout, on n'a même pas vu le maire de la ville descendre, on n'a vu personne, ça ne dit rien à personne, on s'en fout, ils peuvent manifester comme ils veulent. Non, ici, même si c'est au fin fond du quartier, du moment où il y a une petite mobilisation, une petite manifestation de réclamation, on prend en compte. Vous savez, aux États-Unis, on parle de l'administration, mais nous avons ceux qui vivent avec nous au jour le jour, les sénateurs, les congressmen, ils sont là autour de nous et chaque chose est reportée, est rapportée jusqu'au haut niveau et on prend en compte. C'est un des rares pays où vous pouvez aller à la Maison Blanche, n'importe comment vous allez, vous pouvez aller sur, vous arrivez au niveau de la barrière de la Maison Blanche, vous avez la chance d'arriver un matin, vous pouvez voir le président, c'est-à-dire au niveau à l'entrée, vous voyez le président qui est là, ce qui n'est pas pensable dans nos pays bananiers. Donc on peut dire que mobilisation, quelle ait été de forte ampleur ou de moyenne ampleur ou de petite ampleur, toujours est-il que du moment où il y a manifestation, l'administration prend en compte. Et c'est pour ça que aux États-Unis, quand vous êtes élu au Congrès ou alors au Sénat, vous servez vraiment la population. Et ils ont des bureaux, les sénateurs, les congressmen, ils servent la population. La population va vers ces personnalités-là et c'est comme ça que la voix de la population est portée. Donc, je peux dire que au jour d'aujourd'hui, l'heure est à ces pressions-là. On espère qu'il y aura marche arrière, mais il faut reconnaître que ça fait quand même beaucoup de désolation, beaucoup de désarroi, parce que
il y en a qui, si jamais, sont finalement retournés au pays. Je suivais Maître Agbo tout à l'heure, il ne disait pas si bien. Il y en a qui, il ne faut pas seulement regarder ce qu'on accuse d'avoir peut-être financé quoi que ce soit, mais il faut reconnaître aussi quand même que en matière de sécurité des biens et des personnes, ce n'est pas vraiment donné dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun. Ça, faut pas, je pense pas qu'il faille aller sur le terrain, toucher du doigt pour pouvoir s'en rendre compte, ne serait-ce que les reportages des journalistes que vous êtes et nous aussi, bien sûr, permettent de voir que la situation n'est pas reluisante de ce côté-là. Merci. Là, je voudrais avoir honoré votre analyse personnelle. Est-ce que cette décision ne ferait pas également suite au constat selon lequel il y aurait parmi les Camerounais qui auraient bénéficié de cette protection, ceux qui, justement, en ont bénéficié de manière injuste? C'est-à-dire, on a des Camerounais qui ont déclaré être en danger dans leur pays, pourtant ce n'est pas le cas. Pas forcément. Non, je ne pense pas, tout simplement parce que il faut regarder l'actuelle administration dirigeante aux États-Unis depuis la campagne électorale. OK? Oui. On s'attendait à ça, on s'attendait à ma ça, soyez sûrs. Et pas seulement les Africains, pas seulement les Camerounais, pas seulement les Africains. Je vous ai dit au départ, même la population américaine, on s'attend à pire avec cette administration qui est là aujourd'hui. Il y a des mesures qui sont prises au jour d'aujourd'hui. Il y en a même qui ont voté républicain, qui s'en plaignent, et ceux qui ont voté démocrate aujourd'hui leur disent « Ah, vous avez voté, il faut qu'on assume, on va tous assumer ». Donc, en gros, pour dire quoi? Pour dire que c'est la politique de l'administration dirigeante aux États-Unis aujourd'hui, et ils ont donné le ton. Le ton a été donné même pendant la campagne. Donc, je ne pense pas que c'est après avoir été porté à la Maison-Blanche qu'on a décidé que ça sera ainsi. Ça, c'est un agenda. C'est un agenda qui est là. Il faut pouvoir lire entre les lignes. C'est depuis longtemps. On connaît un peu, hein, on a une bonne idée de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui. Ils ont toujours démontré leur envie à pouvoir avoir des mesures très fortes, des mesures très rigides concernant l'immigration, concernant les non-américains. Donc, je ne peux pas dire que c'est parce qu'on a constaté quelque chose de manière précise pour le Cameroun. Il n'y a pas seulement le Cameroun et l'Afghanistan qui ont bénéficié du TPS. On a eu avant, je crois qu'il y a Salvador, il y a plusieurs pays qui ont bénéficié du TPS. Vous voyez un peu. Et justement, le TPS, c'est pourquoi certaines personnes pensent que, ça c'est ce que je vais vous dire, certaines personnes pensent que dès qu'on est arrivé, du coup, on vous donne le TPS, on dit qu'on vous protège parce que vous avez dit que vous êtes en danger. Non. Je suis de ceux qui pensent qu'on s'est retrouvé à un moment donné aux États-Unis avec beaucoup d'immigrants et les dossiers n'avançant pas, il y en a qui attendent un jugement depuis peut-être 7 ans, 8 ans, 10 ans même pour certains. Les dossiers n'avançant pas, et en même temps, nous sommes un pays capitaliste. Il faut bien faire vivre le pays. Au lieu de laisser les gens travailler au noir, travailler avec les documents d'autres personnes, il faut trouver une passerelle, il faut trouver un moyen par lequel les gens peuvent travailler et payer des taxes aux États-Unis. Certes, la loi en matière de demande d'asile et autres permet que, après avoir introduit votre dossier, après un certain nombre de temps, vous pouvez demander un permis de travail. OK? Mais le TPS aussi venait renforcer cela, parce qu'il ne faut pas voir le TPS seulement comme on vous permet de ne pas rentrer dans votre pays. Le TPS vous permet aussi d'avoir un permis de travail. Et vous avez un permis de travail qui vous permet de travailler. Il y en a aux États-Unis, il y en a qui sont depuis 10 ans, 15 ans, qui n'ont pas de papier officiel, mais qui travaillent et ils font un argent fou. OK? Si vous voyez les investissements en Afrique et même sur place ici aux États-Unis, vous n'en reviendrez pas quand on vous dira qu'ils n'ont pas de papier. Vous voyez un peu. Donc, pour dire qu'il ne faut pas regarder seulement le côté où on dit qu'on est allé se protéger, maintenant on s'est rendu compte que la situation est devenue reluisante. Non, on sait tous que la situation n'est pas reluisante dans le Nozo, du moins au niveau du Cameroun, on le sait. Mais ce qu'on dit, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, précédemment, c'est un agenda, c'est le programme politique de ceux qui sont aux affaires.
et qui a été édicté, ils ne sont pas arrivés à la Maison-Blanche et ont découvert quelque chose et ont changé. Non, ça a été édicté, ça a été dit depuis même pendant la campagne. Donc, les Américains ont voté l'administration actuelle, les dirigeants actuels, en sachant que voilà vers où ils vont. C'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être s'attendre même au pire. Et maintenant, pour sortir de votre question, je dirais que non, il se passe simplement que c'est cette politique qui a été annoncée pendant qu'on faisait la campagne, qui est en train d'être implémentée par les républicains aujourd'hui. OK? Bon, maintenant, est-ce qu'on a découvert que des gens ont menti ou pas? Ça, c'est aux officiers d'immigration qu'il faudrait demander tant à l'entrée, au port d'entrée, ou alors au juge d'immigration quand ça arrive au niveau du tribunal. Parce qu'il y a deux étapes. On peut régler votre problème au niveau de l'officier d'immigration au port d'entrée. On peut le régler au niveau de l'officier d'immigration étant sur le territoire. On peut encore le régler au niveau du juge de l'immigration étant déjà sur le territoire aussi. Et donc, entre-temps, que doivent faire ces personnes-là pour vivre? Il faut bien qu'ils aient un document pour pouvoir travailler. Et d'où le permis de travail. Donc, le TPS permettait qu'on vous octroie. Et ça vous permettait de travailler et de vivre aux États-Unis et de vivre de votre travail et tout, quoi. C'est ce que je peux dire. Vous avez évoqué, Honoré, la situation de ces Africains, de ces étrangers qui résident aux États-Unis sans papier. Avec cette mesure, quel est le recours envisageable? C'est quoi? Une régularisation à travers de nouveaux visas ou alors le retour forcé pour eux est inévitable? Vous savez, la beauté des États-Unis, je crois qu'on a un avocat sur le plateau. La beauté aux États-Unis, c'est que pour qu'on arrive à une déportation, c'est tout un processus. C'est un long processus. OK? Je ne crois pas que du jour au lendemain, on vous prend et on vous met dans un avion sans être passé par certaines étapes. Bon, à moins que vous soyez encore au port d'entrée, on vous repudie, on vous renvoie, étant encore au port d'entrée. Ou alors, à moins que vous soyez sur le territoire, n'ayant vraiment absolument rien, on vous prend rien de vous, tout et tout. Et vraiment, je ne suis pas de l'immigration, je ne peux pas m'aventurer sur ce terrain. Mais je parle comme le commun des mortels, pour dire que pour être aux États-Unis aujourd'hui, depuis plusieurs années, nous savons que la déportation est l'aboutissement d'un processus où on go step by step, pour arriver à ce processus final. J'ai bien dit que, à moins que vous soyez là sans être enregistré, rien, en ce moment-là, on peut seulement vous retourner comme si vous n'avez jamais été là. Mais si vous êtes là, et c'est connu que vous êtes là, et pour qu'on vous déporte, je parle comme tout profane, c'est-à-dire c'est un processus. Il faut bien qu'il y ait une décision de justice qui décide de vous faire rentrer chez vous. OK? Bon, maintenant, having said that, je dirais aussi que à un moment donné, on peut... Le premier volet de votre question, au fait, la première piste que vous avez donnée en posant cette question, à savoir, est-ce que ça ne peut pas aboutir à la régulation? C'est ce qu'on souhaite, par exemple, si ça peut régulariser ces personnes-là, ce serait une très bonne chose. Mais, comme je dis encore, il faut rentrer dans le programme politique de ceux qui sont aux affaires. Programme édicté depuis la campagne électorale. OK? On n'a pas envie d'aller à Harvard pour pouvoir savoir, pour pouvoir se rappeler des mesures édictées par les dirigeants actuels pendant qu'ils faisaient leur campagne. OK? Donc, c'est un peu ça. Moi, c'est comme ça qu'il faut lire cela. Bon, maintenant, si ça aboutit à une régulation, c'est une très bonne chose. Mais toujours est-il qu'aux États-Unis d'Amérique, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez évoluer aux États-Unis des années sans papier. Il y a deux choses très importantes. Soyez réglo avec la loi américaine. Évitez de vous retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Le fait que si on vous dit, voici le feu rouge, arrêtez-vous au feu rouge, arrêtez-vous au feu rouge. Il y a le stop sign, il n'y aura pas un policier derrière vous, hein.
pour vous dire c'est le stop sign. Non, arrêtez vos stop signs, puisqu'on a dit stop sign, arrêtez vos stop signs. J'ai dit bien, je passe le contrôle de Maître Agbo qui est sur le plateau là, ok, qui a une bonne idée du système anglo-saxon, du système francophone et surtout peut-être même des États-Unis. Donc, pour dire que tant que vous respectez la loi de ce pays d'accueil, tant que vous êtes en règle avec et l'ARS, donc je veux dire les taxes et tout ce que ça comporte, vous êtes en règle, vraiment vous pouvez vivre dans ce pays des dizaines d'années et sans que l'on ne vous dérange. Ce n'est pas en Europe où un policier va vous arrêter en route et vous dire, monsieur, vos papiers. Je suis à plus d'une dizaine d'années aux États-Unis, en dehors d'être pullover, c'est-à-dire pendant que je conduis pullover par un police officer, ou alors en dehors, quand je vais dans une administration pour quelque chose, un police officer ne m'a jamais dit, monsieur, m'a jamais interpellé, monsieur, venez montrer-moi votre carte d'identité, monsieur, montrez-moi vos papiers. Jamais. Et je n'ai jamais entendu ici, du moins à mon petit niveau. Merci. On va sortir par cela, Honoré. Ce que vous dites est très intéressant, surtout pour vous qui vivez ces réalités là-bas. Vous avez souligné tout à l'heure, en tout cas vous avez précisé tout à l'heure que des manifestations sont en cours pour amener l'administration à revoir sa décision. Mais dans ces manifestations-là, il y a naturellement des Camerounais qui ne veulent pas revenir au Cameroun. Comment ils justifient ce refus-là de revenir? Parce qu'ils sont quand même en situation irrégulière dans un pays étranger, ils n'ont pas de papier. Sans papier, il est quand même difficile de se mouvoir comme les ressortissants du pays d'accueil. Pourquoi ces Camerounais-là refuseraient dans les prochains jours de revenir au pays? Déjà qu'ils ne se sont pas conformés malgré les multiples menaces. Non, je suis un peu... ça me fait un peu rire votre question. C'est comme si vous demandez à quelqu'un de quitter le paradis pour aller en enfer. OK? Donc, non, parlons mieux. Hein? C'est comme si vous demandez à quelqu'un qui est installé au paradis de partir du paradis pour l'enfer. Pour même pas dire l'enfer, pour le purgatoire. Hein? Le paradis, il y est illégalement. Non, il n'y est pas illégalement. Le TPS déjà fait que vous ne soyez pas illégal sur le territoire américain. Si vous avez le TPS, ça c'est une chose. Deuxième chose, le simple fait d'être dans le processus d'obtention des papiers fait que vous n'êtes pas illégal sur le territoire américain. Ça, au moins, je ne suis pas juge de l'immigration, je ne suis rien, mais l'une des beautés de ce pays, c'est que vous avez tout en ligne. Vous êtes au Cameroun présentement à Douala, mais vous allez en ligne, vous allez dans le site de l'immigration, vous allez lire beaucoup de choses, vous allez avoir beaucoup d'informations, ça je peux vous assurer. Okay? Donc le simple fait d'avoir un document qui démontre votre présence sur le territoire américain, vous n'êtes pas illégal sur le territoire américain. Vous êtes là, vous avez un working permit, vous travaillez, vous payez vos taxes et tout. Vous n'avez peut-être pas des papiers qui vous permettent de pouvoir postuler pour certaines fonctions. Par exemple, le travail dans le gouvernement américain, il faut être américain, par exemple. OK? Il faut être américain. Et même comme il y a certaines administrations qui permettent, par exemple, au green card holder de pouvoir travailler, mais on sait d'emblée que pour travailler dans le gouvernement américain, il faut être américain. Et le gouvernement est l'un des grands pourvoyeurs en termes d'emploi et l'un des très grands pourvoyeurs en termes d'emploi bien rémunérés. OK? Et tout comme il y a des domaines où il vous faut, par exemple, des clearances. OK? Et pour qu'on puisse même rendre votre background check pour pouvoir avoir un clearance de quelque niveau que ce soit, il y a un statut que vous devez déjà avoir. Bon, un juriste peut mieux expliquer ce que je suis en train de vouloir dire là. Moi, je parle un peu comme un profane, comme je l'ai dit, mais pour dire qu'on ne peut pas dire que celui qui avait le TPS était de manière illégale sur le territoire américain. Non, puisqu'il est enregistré, il est connu. OK? Il est connu. À moins que on entre vraiment dans le gros débat juridique, et là, Maître Agbo va pouvoir mieux expliquer le thème illégalité, mais en ce moment-là, il va falloir qu'il y ait peut-être notre juriste en face de lui pour qu'il puisse en parler. Donc s'ils ne sont donc pas dans l'illégalité, pourquoi
ils refusent. Bon, vous comparez les États-Unis au paradis et l'Afrique à l'enfer. C'est pour cette raison qu'ils refusent de revenir dans leur pays d'origine. Je parle du cas spécifique du Cameroun. Vous avez dit des Camerounais. Okay? Oui, des Camerounais, oui. Et je le dis à haute et intelligible voix, c'est le paradis et l'enfer. Ça, soyez sûr. Je maintiens cela, parlant du Cameroun précisément. OK? Bon, en gros, pour dire quoi? Pour dire que je vais vous dire quelque chose, par exemple. Moi, je suis parti du Cameroun. J'étais coordonnateur de la rédaction du journal Le Messager, du quotidien Le Messager. Roland Tsapi est mon collègue. Et je ne dis pas était, il est mon collègue parce que nous sommes restés une famille, nous qui faisions Le Messager. Et chaque fois qu'on nous a même sollicité, on intervient toujours. Je peux vous dire que j'ai laissé 8 mois d'arriéré de salaire. 8. Et je vous ai dit, je suis aux États-Unis depuis plus d'une dizaine d'années. Il n'y a pas, je ne peux pas me rappeler, il n'y en a même jamais eu. Quand on dit que votre salaire passe le 5, dans la nuit du 4 au 5, à minuit, 1 minute de salaire dans mon compte. Vous comprenez un peu? Oui, pour dire. J'arrive. Je prends ces exemples-là seulement pour vous montrer que rien que ça peut amener quelqu'un à vous dire clairement que je ne repars pas là-bas. Où on me dit qu'on me paye le 5 et souvent le 15 on n'a pas payé. Souvent 2 mois après, le salaire, on se retrouve en juin, le salaire de janvier n'est pas encore passé. Vous voyez un peu? C'est-à-dire rien que cela, ça c'est un exemple, un petit exemple. Je dis bien que ça fait plus d'une dizaine d'années, je n'ai jamais eu l'occasion de dire, c'est-à-dire de sortir de ma bouche que ouais, bon, ça devait passer là, ça est passé 30 minutes après. Jamais. Ça, c'est 1. 2. S'il y a une baisse de tension électrique, même pour 2 minutes, c'est un problème dans le pays. C'est-à-dire, une baisse de tension au niveau de l'électricité, même pour 2 minutes seulement. 2 minutes, c'est même beaucoup. Il y a des communiqués qui viennent de partout et c'est un problème. Alors, vous croyez que quelqu'un qui vit dans un environnement comme celui-là, vous lui demandez de rentrer dans un environnement où il va faire 6 mois sans électricité. Ici, on parle rarement de mourir en donnant la vie. Vous êtes une dame. Il n'y a rien de plus malsain, de plus choquant que de laisser sa vie en donnant la vie. Donc c'est pour toutes ces raisons-là que Cameroun, beaucoup de Camerounais refusent de revenir dans leur pays. Quotidien. On va sortir. Okay, je ne suis pas dans leur tête. Je vous donne seulement des exemples de manière générale. Oui, évidemment. Dans divers domaines. Chez nous là-bas, du moins au Cameroun, là-bas, dans votre pays là. C'est le tien également. C'est le vôtre également, Honoré. Vous restez Camerounais. S'il vous plaît. L'enfant qui va aller, il aura son doctorat, il va revenir distribuer la nourriture avec son petit frère à la maison, son petit frère qui est au cours préparatoire. Mais ici, je peux vous dire que l'enfant qui est encore à high school, a déjà une idée de ce qu'il va faire dans la vie. Il sait déjà que si je sors, je fais telle chose, j'aurai tel salaire, je vais faire, voilà. Tout est organisé. Non, vraiment, nos pays bananiers, à un moment donné, ça ne sert à rien de vouloir dire aux gens, oh, rentre chez toi, ici tu es en paix. Non. Au-delà des serpents venimeux et autres pays de je ne savais qui se retrouvent dans ce pays-là, avec les serpents venimeux, les serpents assommés venimeux et tout, qui sont prêts à vous mordre à tout moment, à la moindre incartade, entre guillemets, il n'y a que le bien-être de soi-même. Ça veut dire qu'il y a double pression. Il y a d'abord la pression de ceux-là qui nous dirigent, qui nous empêchent de parler, qui nous empêchent de nous mouvoir, qui nous empêchent de dire ce que nous pensons, qui nous empêchent de vivre
il y a ça. Et maintenant, la pression de soi-même, c'est-à-dire où est-ce que vous vivez, où est-ce que tu vis, comment tu envisages l'avenir et tout. Donc, on peut comprendre que les gens soient mécontents, qu'on puisse leur dire de rentrer. Merci. C'est noté. Merci beaucoup, Honoré. Très bonne fin de soirée ou bien bonne journée à vous. Merci. Ça a été un plaisir. Je me rappelle surtout de Maître Congo quand je suivais le procès du port autonome, le procès de Siam Siwe. Il défendait un des accusés. C'est moi, oui. Et nous avions eu à discuter le plus souvent. Donc, Maître Achou Agbo. C'est moi, c'est pas un Congo. Maître Achou Agbo, j'ai bien dit Maître Agbo. Non, vous avez un Congo. Maître Agbo, sorry. Maître Agbo. Aya Achou Agbo Congo, ça se confond. Okay. Sorry. Donc, il défendait un des accusés dans le procès du PAD. Et nous louions à l'époque son bilinguisme et puis ses prises de position à la barre. De très belles sorties à la barre. Vraiment, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver sur un plateau. Merci. Et Roland Sapi, comme je l'ai dit, c'est un collègue, c'est un ami. Et donc, ça a été un plaisir d'intervenir sur Balafon, qui appartient à un autre ami que j'ai d'ailleurs, avec qui on a eu à faire quelques 100 coups. Non seulement au Cameroun, mais ici aussi aux États-Unis, je pense à Cyril Bojiko, qui est parti par chez moi une fois aux États-Unis ici, et avec qui on a commencé à la CRTV, dans les radios des jeunes des vacances. Merci beaucoup, Honoré. Ça a également été un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission. On va poursuivre avec ceux qu'on a en plateau, Roland Sapi et Senior Barista Emmanuel Achou. Barista Achou, avant de passer à Honoré tout à l'heure, on voulait évoquer la situation du Cameroun. Les États-Unis donnent l'impression que les crises ont été résolues, les crises pour lesquelles de nombreux Camerounais sont partis du pays pour trouver refuge de leur côté ont été résolues. Quelle est la situation? Vous qui maîtrisez un peu les régions du nord-ouest et du sud-ouest, est-ce que le terrain est propice à un retour comme souhaité par l'administration de Donald Trump? Je voudrais dire que la décision du président Trump n'a pas été prise parce qu'il a constaté que la situation sur le terrain a évolué. Mais pourtant, il est dit que ce pourquoi ils avaient bénéficié de cette protection n'est plus valable. Laissez-moi parler. Donc, allez-y. Parce que vous vous rappelez, lorsque le Congrès américain débattait de ce statut de TPS, les députés camerounais avaient écrit pour demander que des Camerounais soient rapatriés. Et puis le gouvernement camerounais a plusieurs fois été demandé par l'administration précédente américaine de retourner, de visiter la source du problème anglophone pour résoudre ce problème. Et notre gouvernement a toujours dit non, tout va bien, il n'y a aucun problème. Donc je pense que la décision de l'administration Trump est basée sur un machiavélisme diplomatique et ce n'est pas commandé, n'est-ce pas, par une réalité sur le terrain. Parlant donc de réalité sur le terrain, j'étais à Manfé il y a environ 3 semaines. J'ai trouvé que tout était normal. Mais après mon retour, 2 jours seulement, on a enlevé 2 personnes sur la route des Coqs. Et pas plus tard que la semaine dernière, on a brûlé le police barracks de Manfé, c'est-à-dire là où les policiers habitent à Manfé. C'est juste derrière le commissariat central, c'est à côté, à 100 mètres du goudron. Ça a été brûlé complètement. Ça fait environ une trentaine de maisons. Complètement calcinées. Et ce sont des Amba Boys qui ont revendiqué donc, ce sinistre exploit. Donc je ne peux pas être d'accord avec l'administration Trump qui prétend que dans ce que nous voyons là, il y a retour. Je sais que lorsque nous on passait sur la route de Manfé, on me montrait des endroits, on disait ici, là, ne vous arrêtez pas, même si quelqu'un vous arrête, ne vous arrêtez pas, ils sont là. Donc, les chauffeurs connaissent où se trouvent les Amba Boys, on connaît leur position, on sait. Mais il semble qu'ils ont reçu des instructions à cause du procès à Yabacho de maintenir un profil bas. Dire que ça s'est calmé, non, ce n'est pas vrai. Ils sont là. Ils ont seulement maintenu un profil bas. Et ce n'est que lorsqu'on les provoque ou bien lorsque
il y a autre chose, qu'ils sortent, n'est-ce pas, pour causer des gaffes. Mais ils sont là. La situation n'est guère reluisante. Je pense que si le président Trump demandait à l'ambassadeur américain qui est ici, il ne peut pas lui dire que ça va bien. Il ne peut pas. Parce que lui-même il connaît ce qui est sur le terrain. Donc vous ne pouvez pas aller vous aventurer là-bas n'importe comment. Vous serez cueillis. Hein. C'est pas reluisant du tout. Donc qu'on arrête de nous tromper. Si M. Trump ne veut plus des étrangers chez lui, ça c'est autre chose. Comme nous on a vu là. Je loue, n'est-ce pas, la contribution de notre compatriote qui est aux États-Unis. Mais il faut savoir que nous avons vu les exploits de M. Trump, dont la police spéciale, ICE, descend dans les sociétés, attrape les gens et les met directement dans l'avion. Ça m'amène à poser la question de savoir si vraiment cette administration respecte la loi américaine. Parce que normalement, comme il le disait, on ne peut pas te déporter sans passer par un procès en déportation. Mais nous avons vu, il arrête des gens directement et dans l'avion. Vous avez vu la réaction de la présidente namibienne. Oui. Lorsqu'on a envoyé les Namibiens comme ça, elle a dit mais comment? Donc vous aussi, commencez à payer les visas et personne d'autre. Personne de vous n'entrera plus comme ça. Donc vraiment, le comportement de ce régime américain, ça donne du fil à retordre. Hein. Ce n'est pas ce monsieur-là, ce qu'il fait, ce n'est pas basé sur la réalité. C'est basé sur autre chose. Il veut tout faire pour que son pays soit libéré des étrangers. Et il oublie qu'il y a des Américains aussi dans d'autres pays au monde. Et si tout le monde faisait la même chose, il va aussi se retrouver avec des Américains qui rentrent chez lui et qui vont trouver maintenant à refaire leur vie. Mais c'est du droit quand même des États-Unis, qu'on le veuille ou pas, de vouloir libérer leur territoire. Mais Roland Tapi, on a depuis l'annonce de cette mesure un silence observé au niveau du gouvernement. Ce n'est pas la première fois. La dernière fois, avant les élections en Guinée équatoriale, il y avait également des procédures de rapatriement qui avaient été engagées. Après beaucoup de réactions, beaucoup d'interpellations, on a vu le gouvernement réagir des semaines après. Mais pour ce cas précis, ce cas où il y a près de 8000 Camerounais qui vont revenir, pas pour retrouver leur maison s'il s'agit de ceux qui sont partis du fait de la crise anglophone, parce que comme le disait Signor Barista Achou, dans certaines localités, il n'y a plus de maisons. Elles ont toutes été détruites. Donc, pas pour retrouver leur maison, mais pour s'installer dans d'autres régions du pays, le littoral, le centre, ainsi de suite, qui sont déjà suffisamment saturées. On faisait le point de la situation humanitaire du pays qui est assez critique. Quelle devrait être la réaction rapide, urgente du gouvernement en de pareilles circonstances? Il n'y a déjà pas eu de communiqué. Pour espérer qu'il y ait une réaction rapide, urgente, il faut peut-être regarder si par le passé on a eu de réactions rapides, urgentes quand il y a eu des situations pareilles. On est même dans une situation où les personnes sont encore menacées d'être rapatriées. Mais il y a d'autres situations effectivement où on a vu les cas au Maroc, les enfants camerounais au Maroc ou en Libye qui étaient complètement, je veux dire, traités comme des bêtes et autres. On n'a pas vu à ce moment-là vraiment une réaction, une sortie gouvernementale. On a souvent entendu des enfants camerounais qui crient du niveau de la Turquie ou bien de l'Iran qui sont Arabie Saoudite qui sont... Mais on n'a pas souvent vu le gouvernement réagir spontanément, promptement pour rapatrier ou bien pour accueillir les Camerounais qui sont menacés quelque part. Déjà, on peut commencer même par le pays d'accueil. Oui, ces Camerounais sont là où il y a souvent les ambassades, même ceux qui se plaignent, accusent souvent les ambassadeurs locaux camerounais qui sont là-bas de ne pas faire grand-chose pour les protéger par rapport à leur propre situation. Donc, pour le cas d'espèce, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de précis. La seule chose qui pourrait sauver ces Camerounais, c'est 7900 Camerounais des États-Unis. La seule chose qui pourrait les sauver, c'est que si finalement il y a des
manifestation, comme Honoré le disait tout à l'heure, et que cela attire l'attention de l'administration, ou bien qu'il y ait un certain nombre de juges qui se saisissent de cette affaire et bloquent le processus, et que finalement, ça permette, comme vous demandiez tantôt, aux Camerounais qui sont concernés, que la procédure de régularisation soit accélérée. Peut-être c'est ça qui pourrait les sauver. Et j'ai un peu plus espoir dans ce sens-là, parce que penser que les 7900 qui sont concernés aujourd'hui vont réellement rentrer au Cameroun, je ne pense pas que ce serait vraiment possible. Pourquoi? Parce que tantôt, Honoré nous expliquait qu'il faut également tenir compte de l'aspect capitaliste du pays. Ceux qui sont là ne sont pas des chômeurs qui dorment dans la rue. Ce sont des gens qui participent activement à la vie économique de ce pays. Et donc, si une structure se rend compte qu'elle est en train de perdre, par exemple, 300 à 400 employés qui étaient déjà là et qui faisaient vivre l'industrie et tout, ils vont forcément entreprendre des mesures, des procédures pour empêcher que cela n'arrive, et plutôt pour demander que ces gars soient régularisés. Donc, ils étaient en train de travailler déjà, ils contribuaient à la vie économique du pays, ils ne vont pas partir comme ça. Il faut noter que les réactions de l'administration Trump jusqu'ici sont un peu hâtives, il faut le dire. Entrer dans les entreprises, sortir des gens pour aller les mettre dans l'avion et autres, c'est quand même hâtif. Mais l'espoir reste, c'est que c'est quand même un pays démocratique où les droits de l'homme sont encore respecté. Et on a vu des situations où le juge a pris la décision pour dire que non, cette décision qui a été prise par le président de la République ne va pas passer, et la décision est restée là. Donc on peut espérer que la déclaration, on a encore jusqu'au mois de juin, donc presque 2 mois. J'espère que d'ici là, la situation va se retourner d'une manière ou d'une autre. Mais si jamais ce n'était pas le cas et que ces gars devraient rentrer au pays, il faut tout simplement se dire clairement qu'ils ne devront compter que sur eux-mêmes, pas sur le gouvernement pour quoi que ce soit, parce que si on ne l'a pas vu par le passé, ce n'est pas maintenant qu'on va les voir. Surtout que ceux qui sont concernés sont en majorité désignés comme ayant fui la crise anglophone. Et le gouvernement qui n'a jamais admis qu'il y ait une crise, qu'il y ait un problème à ce niveau-là, ne va pas accepter ou bien ne va pas ouvrir ses bras pour accueillir des gens qui, par leur mouvement, par leur départ, les accusaient justement de ne rien faire pour que la crise existe. Vous voyez un peu la situation. Donc, déjà même sur le plan normal, social, le gouvernement ne réagit pas déjà assez. Combien de fois pour les gars qui sont déplacés à cause de la crise anglophone? Ils vont vous dire, vous allez où il n'y avait pas de problème. S'il y a un problème, c'est vous-même qui les causiez. C'est vous qui êtes allé à l'extérieur saluer l'image du pays pour dire qu'il y a telle chose dont on s'en fout de vous. Donc, si la situation ne s'améliore pas pour eux là-bas et qu'ils sont obligés de rentrer, il ne faut pas, à mon avis, espérer que le gouvernement prêterait une quelconque attention par rapport à la situation. Pourtant, pour sortir de cette crise, et Barrister Achou, le gouvernement avait lancé un plan de reconstruction, plan présidentiel de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en 2019, qui aurait pu, à date, reconstruire justement ces régions-là, mettre déjà fin à la crise anglophone et faire en sorte que ces Camerounais qui vont revenir dans les prochains mois puissent se réinstaller et trouver le moyen de se réinsérer dans la société. Est-ce qu'avec cette actualité, ce sera l'occasion de questionner un peu ces mesures prises à chaque fois par le gouvernement pour améliorer la situation dans les 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Lorsque vous parlez du plan de reconstruction, il faut comprendre que c'est la reconstruction de ces quelques édifices publics. Hein. Ce n'est pas édifices publics et infrastructures. Ce n'est pas la reconstruction des maisons privées brûlées et tout ça. Donc on ne va pas, comme Roland a dit, la plupart des maisons ont été détruites. Bon, ce plan-là ne va pas vous permettre ne va pas permettre à l'État de reconstruire votre maison. Mais que valent les édifices publics sans maison, sans habitants? Donc, depuis qu'on a lancé ce plan de reconstruction, on en est où? Chaque année, on vous dit, oh, on en a construit pour 1 milliard, 2 milliards. Quand vous descendez sur le terrain, qu'est-ce que vous voyez? Bon, je ne voudrais pas mettre mon doigt là, mais
il faut demander à ceux qui sont chargés d'exécuter ce plan ce qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Nous, on les dit très souvent, vous ne pouvez pas reconstruire quand il y a encore des coups de feu en l'air. Vous avez vu ce qui se passe sur la route de Kumba et de Titi. C'est l'armée qui, cette fois-ci, essaie de faire quelques avancées. Depuis quand on avait donné ça aux sociétés privées, personne ne pouvait. Donc, cette fois-ci, l'armée avance. Mais, avec l'arrivée des pluies, c'est toujours la catastrophe. Hein. L'armée n'a pas pu faire 50 km de goudron. Donc, c'est difficile. La reconstruction, ça reste encore dans les cahiers. Parce que sur le terrain, il y a des endroits où personne ne peut encore mettre pied. On dit seulement qu'il y a calme. Mais allez-y avec les engins, vous allez voir. Là, vous allez comprendre que la politique ne doit pas s'ingérer, n'est-ce pas, de la guerre. Mais la résolution du conflit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest est un point assez important pour le Reform Party, qui dans son programme politique a d'ailleurs une série de propositions qui ont même déjà été soumises au gouvernement. Le Reform Party est engagé à la présidentielle, en tout cas déclaré. Vous, oui. Signor Barista Emmanuel Achou, vous faites partie de ces candidats déclarés pour la présidentielle de 2025. Quelles sont les propositions que vous faites au regard de la situation actuelle de ces Camerounais qui vont revenir, de ceux qui ont quitté le chez eux du fait de la crise, de ceux qui sont encore là-bas mais qui ne sont pas suffisamment épanouis du fait des coups de feu, ainsi de suite? Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour résoudre tout cela? Merci. S'il y avait du travail ici, les enfants ne devaient pas quitter le pays pour aller mourir à Lampedusa. Moi, j'ai proposé que, au lieu de prendre 7300 milliards pour arranger la fonction publique, parce que quand vous regardez le budget de l'État, c'est un budget pour la fonction publique. Prenez même 300 milliards de cet argent-là pour booster l'économie. Donnez 100 milliards aux enfants, 1000 par région, donnez à chacun 10 millions, qu'ils aient fait l'agriculture. Chacun 10 millions, qu'ils aillent faire le petit commerce. Chacun 10 millions qui fassent les start-up. Vous allez résoudre beaucoup de problèmes. Vous avez parlé de 7 000. Mais si vous prenez 1000 par région, je suis déjà à 10 000. Donc, avec mon plan, j'absorbe tout ce monde et je vais encore chercher d'autres. Donc, pour moi, ce n'est pas un problème. Nous sommes capables de créer l'emploi ici pour que les enfants restent sur place et qu'ils n'aillent pas mourir, n'est-ce pas, dans les hautes mers, qu'ils n'aillent pas se faire chiffonner par les gardiens du paradis, parce qu'ils sont au paradis là, c'est ce qu'ils disent. Mais attendez, est-ce que les États-Unis sont mieux que le Burkina Faso, où nous avons vu un militaire faire des miracles? Ils ne sont pas mieux. Et nous pouvons faire mieux au Cameroun, parce que le Cameroun dépasse le Burkina Faso, de loin. On peut faire mieux ici. Donc si c'est moi, j'ai dit, ces enfants-là, ils reviennent ici, tout le monde aura du travail pour ne plus sortir du pays. Il faut revoir notre politique agricole pour que les gens fassent le travail champêtre pour produire de l'argent. Ne pas imposer l'impôt. Vous avez parlé tout à l'heure de l'énergie électrique. Notre frère a dit que s'il y a baisse de tension, c'est un problème. Moi, je sors de 4 jours de manque d'énergie chez moi. 4 jours. Personne n'en parle. Donc, nous disons que si ce gouvernement pouvait exploiter les chutes comme Menchum et Ekon-Kambissi, à côté de Konsamba, ça devait donner beaucoup d'énergie pour que les Camerounais ne payent même pas l'énergie électrique. Et qu'on en vende aux autres pays. Ça va apporter beaucoup d'argent. Et pourquoi pas avoir un pays où personne ne paiera l'impôt? Parce que les ressources naturelles du pays permettent de faire tourner tout le pays. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas travailler seulement pour dire il faut mater les gens, il faut demander à tout le monde de vider les poches pour faire soutenir l'État. Alors que le sous-sol et les ressources qu'on a sont capables de faire tourner le pays. Donc, pour moi, il faut prendre ces enfants en charge s'ils arrivent, donner du travail, c'est possible. S'il n'y a pas de travail, donner de l'argent pour qu'ils s'engagent dans l'agriculture et dans les autres affaires. Mais quelle garantie que cet argent arrive à leur niveau quand se pose toujours le problème de corruption dans notre pays? Non, ça, ce n'est pas un problème. S'il faut donner de l'argent, on ne va pas prendre comme ça et remettre. Il faut des structures pour surveiller. On ne donne pas l'argent comme les cadeaux, non. Même à travers des structures, il y a toujours la corruption. Non.
C'est des structures bien organisées. Quand vous remettez de l'argent à quelqu'un, vous lui remettez le champ. Si c'est pour l'agriculture, vous remettez le champ. Il y a des superviseurs. Quand on dit on lui donne 10 millions, ce n'est pas qu'on compte les 10 millions pour remettre. Les équipements qu'on lui donne sont dans les 10 millions. les semences et autres. Donc, c'est la valeur de tout ce qu'on lui donne qui est de 10 millions. Donc, il ne va pas aller vendre les semences. Il va vendre à qui? Puisque personne n'en veut. On lui a donné ça pour travailler sur le champ. Donc, la corruption sera difficile. En tout cas, Réforme Parti est l'un des partis qui a des solutions pour finir la corruption. Et pour finir, la crise anglophone alors? Oui, la crise anglophone, vous savez, la crise anglophone a été déclenchée par le fait que la diaspora a vendu à la population l'illusion qu'on va faire la guerre pour revendiquer notre indépendance, pour avoir l'indépendance totale. Oubliant que Southern Cameroun a déjà eu l'indépendance en 1961. La résolution 1608 des Nations Unies, l'article 2, alinéa B, reconnaît l'indépendance de Southern Cameroun en se rattachant à la République du Cameroun. Donc le problème c'est quoi? C'est que sur le terrain, la population ne jouit pas de cette indépendance. Donc pour moi, la solution c'est quoi? Permettre plutôt à la population de jouir de son indépendance que de ramasser les armes pour aller faire la guerre. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Aujourd'hui, nous constatons que presque toutes les régions demandent l'autonomie. L'extrême nord, vous avez vu les Monada, les Bassa, tout ça. Donc pour moi, je pense que si on peut créer une confédération au Cameroun, avec ériger au moins 20 États pour que chaque communauté gère ses affaires, ça va apporter de la paix, non pas seulement dans la région anglophone, mais dans l'ensemble du pays. Concernant donc la diaspora, Roland Sapi, on a cette diaspora qui, malgré elle, va revenir au Cameroun. Quand celle qui reste de l'autre côté pose le problème justement d'accompagnement, de soutien à la diaspora, on ne peut plus compter ces exemples de Camerounais qui sont venus pour investir, dont l'argent a été détourné, de ceux qui sont venus investir, qui n'ont pas été suffisamment accompagnés. On a donc cette diaspora qui revient avec de la ressource, peut-être pas des moyens parce qu'ils laissent leur vie pour revenir. Comment assurer leur réinsertion dans la société? On a eu la proposition du Réforme Parti, mais au regard du contexte, au regard de l'année électorale qu'on traverse, au regard de la situation économique du Cameroun, est-ce qu'il faut espérer tout de même que ceux qui reviendront pourront facilement se réintégrer dans notre société? Ce sera compliqué. Comme on faisait remarquer tantôt, c'est une population d'abord essentiellement jeune, qui n'a pas eu le temps de se constituer quelconque capital, qui pourrait ramener au pays pour investir. C'est des gens qui sont partis et qui étaient encore dans un processus de régularisation, c'est-à-dire que ne jouissant même pas encore de manière totale un statut là où ils sont pour pouvoir travailler, se déployer et faire des choses en se projetant un jour pour revenir. Donc, en réalité, si jamais ces Camerounais reviennent, ce sera vraiment difficile. C'est-à-dire que le Cameroun aura affaire cette fois-là à une autre phase de déplacés internes. Parce qu'ils ne vont pas revenir pour aller s'installer justement dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest qu'ils ont fui. Non, ils vont essayer de se réinfiltrer dans d'autres villes. Et c'est là où on aura la deuxième phase de déplacés internes. Parce que généralement, quand on parlait du bilan de la crise anglophone jusqu'ici, on parlait de ceux qui sont décédés, on parlait de ceux qui se sont exilés, et ceux-ci font partie des exilés, et on parlait de déplacés internes, toutes les victimes. Donc s'ils reviennent, forcément, ils seront obligés de s'insérer. Et ça va créer les mêmes problèmes qu'on a à ce jour avec les déplacés internes déjà locaux, qu'on n'arrive pas à gérer. Dérive, insécurité, tout à fait, c'est-à-dire, et même les efforts du gouvernement pour essayer de les réinsérer jusqu'ici ne sont pas encore optimums. Ces enfants, pour la plupart du temps, ont perdu leurs documents d'état civil en partant. Je parle de ceux qui sont à l'intérieur. Et jusqu'ici, beaucoup ont de la peine à se faire établir un acte de naissance qui est le déclenchement pour toute autre activité en tant que citoyen. C'est pas déjà évident. Si l'État a de la peine, autant de la peine à s'occuper déjà simplement
de donner du papier à se déplacer, à leur donner un statut pour qu'ils puissent vraiment se faire établir une carte d'identité qui peut leur permettre de demander un travail, d'ouvrir un compte en banque. Si on a encore des difficultés à ce niveau, est-ce que c'est à ceux qui vont revenir là qu'on va pouvoir faire quelque chose? Non. Et comme j'ai dit tantôt, il ne faudra pas que cela compte sur le gouvernement parce que le gouvernement, comme on dit vulgairement, a déjà une dent contre eux. Parce qu'ils sont partis. Parce qu'ils sont partis du fait de la crise anglophone, qui pour eux n'existe pas. Donc, s'ils reviennent, il faudra tout simplement s'attendre qu'ils se battent seuls. Ils se battent seuls, peut-être en bénéficiant d'un statut de retour d'exilés. Ils vont peut-être avoir quelques avantages, quelques ascendants sur ceux qui sont là. Peut-être, s'ils ont déjà acquis une certaine compétence, certaines connaissances dans certains domaines, ils peuvent pouvoir, ça peut permettre de faciliter leur réinsertion dans la société. Mais en dehors de ça, on ne peut pas espérer une réintégration structurée, organisée, qui disent que bon, on vous accueille, on vous loge d'abord ici, on recense, on voit ceux qui ont encore la possibilité de rentrer en famille, sinon on va vous distribuer de telle sorte. Non, un peu comme on voit en Europe quand les immigrés arrivent. Il y a d'abord des camps des immigrés où on les loge en essayant de traiter les dossiers au cas par cas pour voir comment on fait des uns et des autres. Mais on ne peut pas espérer avoir ça ici. Forcément, ça va venir en rajouter aux problèmes qu'on a déjà. Et comment ça va se gérer, comme on dit, on se joue chez nous, chacun devra s'asseoir pour que Dieu le pousse, tout simplement. Et vous sortir, Signor Barista Chou, quelles sont les leçons qu'on devrait tirer ou retenir de la situation actuelle des États-Unis avec cette série de réformes entreprises par Donald Trump qui ne joue pas en la faveur des étrangers, notamment des Africains et particulièrement des Camerounais? Oui, les États-Unis sont dirigés aujourd'hui par un président qui dit l'Amérique d'abord. Et pour lui, l'Amérique d'abord, ça veut dire il faut seulement qu'il y ait aux États-Unis des Américains, donc tous les étrangers dehors. Or, il a oublié que l'Amérique a été créée par des étrangers. Donc, des immigrés, c'est un pays des immigrés. Quelqu'un comme Obama, c'était un Africain. Prenez tout, Henry Kissinger, c'est un Juif. Tout ça. Bon, aucun des dirigeants africains et américains n'a été autochtone américain. Ils sont tous des immigrés. Donc, quand il apporte dans ce genre de politique, il touche à la racine même de l'Amérique. Deuxièmement, il vient avec le protectionnisme, les tarifs, les impôts, tout ça. Vous avez vu les problèmes qui s'est créé avec la Chine. J'attends encore voir combien de kilomètres il va faire. Parce que ça sera très difficile parce que un seul homme ne peut pas se lever contre l'humanité parce que ce qu'il fait là, c'est une guerre économique contre l'humanité. Donc, il a déclenché une guerre économique, il vient de déclencher une guerre culturelle. Parce que ce qu'il fait là, les déportations, c'est une guerre culturelle. Il veut faire retourner les gens chez eux, oubliant que l'Amérique est faite de plusieurs cultures. Est-ce qu'il pourra s'en sortir? Wait and see. Donc, les Camerounais doivent savoir que nous devons compter d'abord sur nous-mêmes. Quand on oublie cette histoire de dire que les Américains vont nous venir en aide, regardez comment ils nous traitent. Hein? Alors qu'eux-mêmes ont dit non, les Camerounais souffrent, donnons-leur un statut de protection provisoire, en attendant que le dossier soit traité. Un président vient dire non, j'annule tout. Donc, vous allez passer devant les tribunaux, ceux qui ne pourront pas démontrer pourquoi ils veulent rester aux États-Unis seront déportés. Voilà, ça c'est en clair ce qu'il dit. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va amener l'avion, on va mettre tout le monde dedans. Ils ont déjà les dossiers devant les tribunaux d'immigration. Bon, maintenant, il n'y a plus de protection. Prouvez donc devant le juge d'immigration que vous pouvez rester ici. Si vous ne pouvez pas prouver, ok, rentrez chez vous. Mais il y a aussi la possibilité pour ces Camerounais d'aller ailleurs. Donc, on sait que M. Trump dit qu'il faut qu'il soit rapatrié, mais a-t-il les moyens d'empêcher à ces Camerounais d'aller à d'autres pays que le Cameroun?
entre le jour qu'il a pris sa décision et le jour de leur départ, je pense qu'ils ont encore la possibilité de quitter l'Amérique pour aller ailleurs. Et on finira peut-être ne pas recevoir 7000. On pourra recevoir beaucoup, mais pas jusqu'à 7000. Et comme le soulignait mon frère Roland, il y a la possibilité que quelqu'un attaque cette décision. Parce que devant la justice américaine, ce n'est pas l'administration qui a pris cette décision. C'est passé d'abord par le Congrès, le TPS. Donc, pour que quelqu'un vienne avec l'executive order, on peut attaquer cet executive order pour dire non, suspendez. Donc, attendons voir ce que les Américains eux-mêmes vont faire. Parce que j'ai vu, je pense qu'il y a au moins 5 sénateurs qui se sont levés pour dire que non, ça, ce n'est pas bon. Donc, on attend de voir. Voir et on attend aussi nos frères qui pourraient revenir dans les prochains jours. Donc, on attend soit la bonne ou la mauvaise nouvelle. On attend la bonne et la mauvaise nouvelle. Merci, Signor Barissa Emmanuel Achou. Merci également, Roland Tapi. Merci à Honoré Foy-Moukan qu'on a eu par Zoom en direct des États-Unis. Merci à vous de nous avoir suivis à la maison. Très bonne fin de soirée sur Balafon Télévision. Rendez-vous demain, 19h30, pour une nouvelle édition du Grand Plateau.